va écouter le président Volodymyr Zelensky et puis on va en discuter juste après. On va même écouter l'intervention de Joe Biden cette nuit et on se demandera est-ce que ça suffit. D'abord, le président ukrainien. La racaille russe sera sans aucun doute tenue pour responsable de cette attaque. Une fois de plus, nous demandons instamment à tous ceux qui en ont le pouvoir de mettre fin à cette terreur. Les systèmes de défense aérienne et les missiles sont nécessaires en Ukraine, pas dans un entrepôt quelque part. C'est maintenant et non plus tard qu'il faut lancer des frappes à longue portée capables de nous défendre contre le terrorisme russe. Chaque jour de retard est malheureusement synonyme de nouvelles pertes de vies humaines. Et dans les hangars, ça cible directement les Américains et ce feu vert attendu pour que les Ukrainiens puissent utiliser les armes qui leur sont livrées pour frapper des cibles russes militaires sur le territoire russe. Joe Biden, je vous le disais, a réagi. Regardez, écoutez surtout. Est-ce que les mots sont assez forts? Pas certain. Cette attaque est un rappel tragique des tentatives constantes et scandaleuses de Poutine de briser la volonté d'un peuple libre. Les États-Unis continueront de soutenir les Ukrainiens, notamment en leur fournissant les systèmes de défense aérienne et les capacités dont ils ont besoin pour protéger leur pays. Christian Macarian. C'est de l'understatement. C'est quand même pas une déclaration très engageante. Le président Biden évite de... Et on est après un massacre, faut le rappeler. Et justement, c'est encore plus significatif. Le président Biden manifeste sa solidarité sans faille, mais il refuse de franchir un cran supplémentaire et il évite d'employer le terme à moyenne ou longue portée. Donc il évite soigneusement. Donc on voit bien qu'on est en train de marquer le pas. On est aussi en pleine campagne électorale aux États-Unis. Ce n'est pas peut-être très opportun pour Joe Biden d'ouvrir un nouveau front au sujet de l'Ukraine sur lequel se jetterait Trump en disant « Regardez, il nous embourbe encore plus dans ce conflit ». On va l'écouter, Trump, parce qu'il a parlé de l'Ukraine. C'est assez rare pour le souligner. Tout cela joue dans le sens d'une réponse modérée, calibrée, et qui n'ira pas, à mon avis, nécessairement dans les attentes, dans le sens des attentes de Zelensky. Mais ce qui est frappant, depuis la percée des Ukrainiens en territoire russe en direction de Koursk, c'est que au fond, les Russes n'ont absolument pas changé. Là où on attend de stratégie, ils l'ont intensifié. Et là où on s'attendait à ce que la percée de Koursk, entre guillemets, parce qu'ils n'ont pas encore atteint Koursk, mais on va schématiser, que la percée de Koursk dégarnisse certains effectifs russes et sème une sorte de discorde à l'intérieur de l'appareil offensif russe sur le sol ukrainien, c'est exactement l'inverse qui s'est produit. Les Russes intensifient, avancent, et on voit bien que les lignes ukrainiennes, dès qu'elles ont cédé certaines positions, présentent un trou, un vide. Et ça permet d'avancer aux Russes. C'est ce qui se passe dans le Donbass. C'est ce qui se passe où ils vont carrément assez rapidement en direction de Pokrovsk, puisque les meilleures évaluations de l'Institute of War de Washington font état d'une avancée russe implacable de 500 mètres à 1 kilomètre par jour. Ulrich Bouna, c'est déceptif cette position américaine. On a écouté le président Zelensky, vous avez également Kouleba, le ministre des Affaires étrangères, démissionnaire, d'ailleurs c'est une information dans un remaniement en ce moment même du gouvernement Zelensky. Déceptif, attendu, il ne peut dire que ça le président américain? C'est juste que, pour le coup, c'est complètement en ligne avec toutes les déclarations qu'a fait Joe Biden depuis le début de ce conflit, depuis le début de cette guerre. Pour le coup, il y a toujours une crainte qui me semble assez flagrante du côté de l'administration américaine d'éviter finalement l'escalade avec Moscou. Et effectivement, Washington a toujours franchi les lignes rouges que Washington s'était auto-imposées sous la contrainte des événements. Les Américains ont commencé à fournir des équipements militaires de plus en plus sophistiqués parce que la situation sur le terrain l'exigeait pour éviter que l'Ukraine s'effondre. Et donc, effectivement, ça a commencé par envoyer quelques blindés, puis il y a eu des défenses anti-aériennes, strict minimum pour protéger les principaux centres du pays. Puis, il a fallu des chars, maintenant des F-16, même si ce n'est pas les Américains eux-mêmes qui le fournissent, qui est là aussi quand même un indicateur de la volonté de Washington de tout faire pour éviter de rentrer dans une escalade avec Moscou. Et donc, effectivement,
cette déclaration s'inscrit vraiment dans cette trajectoire de Washington qui n'agit finalement que lorsqu'il n'est pas possible de faire autrement. Est-ce qu'un jour les Américains accepteront de fournir des armes de longue portée à l'Ukraine? Ça semble inévitable parce que la situation militaire l'exigera, mais effectivement ce sera toujours à reculons et c'est ce que ça illustre. Alors on va voir dans un instant avec Sylvia Amicone qu'il y a des pistes, je dis bien des pistes, elles se sont encore... Vous allez le découvrir, discuter cette nuit. Magali Barthez, vous les connaissez bien, ces Américains. Vous y êtes allé pour nous, bien évidemment, suivre des éléments de campagne très importants. Est-ce qu'on peut parler de l'impuissance américaine à aider les Ukrainiens ou est-ce que c'est trop fort ? Non, mais c'est une question très politique et il y a un manque de volonté, en tous les cas, d'aller plus loin, comme le disait Ulrich. En fait, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'il y a une réponse qui, depuis le début, est extrêmement calibrée du côté de la Maison-Blanche par peur de l'escalade. Alors, c'est vrai que les Ukrainiens font valoir... Magali, elle n'arrive pas, cette escalade. Non, alors c'est exactement ce que j'allais vous dire. C'est-à-dire que les Ukrainiens, notamment après... Ça fait 900 jours. Oui, alors... On la redoute ou qu'on l'attend? Après Koursk, justement, les Ukrainiens s'en sont beaucoup servis pour militer auprès de Washington en leur disant, vous voyez bien, on peut rentrer dans le territoire russe et il ne se passe rien. Parce que ça pouvait... On aurait pu penser que, justement, la réponse de Poutine allait être terrible, voire même qu'il allait reparler du nucléaire, évidemment. Et on a bien vu qu'en fait, il n'y avait pas de réaction, qu'ils n'ont absolument pas changé de stratégie. Donc ça, les Ukrainiens s'en servent en ce moment pour dire aux Américains, vous voyez bien cette crainte permanente de cette ligne rouge, soi-disant, elle n'a pas lieu d'être, puisqu'on peut même rentrer en territoire russe sans que rien ne se passe. Sauf que en face, c'est toujours la même réponse. Et le Pentagone l'a encore redit il y a peu de temps. Ce n'est pas parce que là, ils n'ont pas réagi qu'ils ne réagiront pas la prochaine fois. Donc ce discours-là, il est, depuis le début de la guerre, finalement, toujours le même. Alors c'est vrai qu'on sent bien qu'à chaque fois, il y a une gradation quand même dans la façon dont les Américains sont obligés de s'impliquer. Mais vraiment, c'est toujours avec énormément de prudence. Et c'est pas à 2 mois de la présidentielle américaine que les choses vont changer. Ça paraît... Ça veut dire que là, c'est à vous entendre, là, tout est bloqué, en fait. Le calendrier produit un effet de sifflet pour Biden. Là où il avait une relative marge de manœuvre il y a 6 mois encore, plus le temps passe, plus en sifflet, sa marge de manœuvre se réduit, parce qu'il ne faut pas qu'il donne des arguments isolationnistes à Trump. Sylvia Amicone, il y a quand même des discussions, il y a quand même des pas, il y a quand même des avancées. Est-ce qu'elles vont suffire? Ce sont nos confrères de Reuters qui nous donnent quelques pistes, quelques éléments aujourd'hui. Oui, effectivement, Reuters qui donne cette information. La course serait proche et concernerait des missiles de croisière à longue portée air-sol JASSM qui pourraient atteindre la Russie en profondeur. Selon 3 sources au moins, l'accord serait annoncé cet automne et l'idée est d'intégrer ces missiles dans un ensemble d'armes et notamment les F-16. Alors, est-ce que ce sera de nature à changer la donne sur le terrain? Alors oui, nous expliquent des experts, parce que cela mettrait une plus grande partie de la Russie à portée de munitions puissantes et guidées avec précision. Regardez ce que disent ces analystes militaires. Ils ont suggéré que l'introduction de ces JASSM pourrait repousser les zones de rassemblement et les dépôts de ravitaillement russes de plusieurs centaines de kilomètres. On va d'abord voir cette carte de la portée de ces missiles avec les bases militaires russes qui pourraient être ciblés, symbolisés par des points. Vous voyez tout ce que pourraient toucher effectivement ces missiles s'ils étaient installés sur ces avions, ces F-16 ou d'autres avions, bases aériennes donc russes qui auraient servi à lancer des attaques en Ukraine. Si ces missiles sont tirés depuis la frontière nord de l'Ukraine avec la Russie, eh bien des installations militaires pourraient être touchées près de villes comme Voronezh ou Briansk. Et si on va un peu plus au sud, si on les largue près des lignes de front, ça pourrait permettre de frapper des aérodromes ou des bases navales en Crimée et d'être à l'abri des défenses anti-aériennes russes. La Russie aurait donc des difficultés pour maintenir ses opérations offensives et l'Ukraine pourrait en profiter pour récupérer un avantage stratégique. On va regarder en détail ce que sont ces missiles JASSM. Ce sont des missiles furtifs, difficilement repérables. Ils peuvent frapper plus loin que la plupart des autres missiles détenus par l'Ukraine, avec une portée de 370 km, une charge de 450 kg pour la version qui est la moins récente, parce que la plus récente, la portée, c'est 900 à 1000 km. Mais les Américains ne livreront certainement pas celle-là. Alors le problème pour les Ukrainiens, bien évidemment, c'est que maintenant, pour tout cela, on parle en mois et puis les mois
C'est du temps, le temps aux États-Unis, c'est une élection présidentielle à venir. Oui, et ce transfert n'interviendra pas avant des mois. Pourquoi ? Parce que les États-Unis doivent faire des réglages techniques avant de les envoyer. Jusqu'à présent, ces missiles n'avaient été intégrés que dans des avions de conception américaine. On sait que l'Ukraine a déjà des F-16, elle va en avoir d'autres. Mais le Pentagone cherche aussi la parade pour les intégrer sur d'autres avions. Peut-être des MiG ou des Sukhoi de l'ère soviétique. Et puis surtout, on se pose cette question, à quoi cela servira-t-il si cela ne s'accompagne pas d'un feu vert pour frapper la Russie en profondeur? On le sait pour l'instant, c'est non, vous venez de le dire d'ailleurs, même si la position elle a évolué depuis l'offensive russe sur Kharkiv. Les Ukrainiens sont autorisés à frapper près de la frontière en riposte. Mais effectivement, donner ce genre de missile sans autoriser à frapper en profondeur, c'est un peu étrange, peut-être signe que la position de Washington est en train d'évoluer peu à peu. Merci beaucoup, Sylvia.